Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Midi Libre. Nous sommes en direct sur midilibre.fr à l'occasion du lancement officiel du Lab 3A Midi Libre, agriculture, agroalimentaire, alimentation. Une rencontre exceptionnelle en présence du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui est en duplex depuis Paris. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, que nous retrouverons dans quelques minutes aux côtés d'autres témoins de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire. Je pense à Christian Lambert, Irène Tolleret, Denis Cartier, Myrène de Lorgeril et de nombreux acteurs des professions qui nous rassemblent ce matin. Avant de vous présenter le programme officiel de cette émission, j'accueille Bernard Maffre, président directeur général du groupe Midi Libre. Bernard Maffre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Midi Libre. Je salue ici l'ensemble des professionnels et des institutionnels. Je sais qu'il y a quelques élus au sein de cette noble assemblée. Bienvenue pour lancer ce Fab 3A, dernière nouveauté de Midi Libre. Mais je salue aussi les internautes qui sont sur midilibre.fr et qui suivent en live cette inauguration, ce lancement du nouveau Fab. Je voudrais remercier aussi chaleureusement les hautes personnalités qui ont accepté de nous accompagner en cet instant solennel. D'abord, Monsieur le ministre Julien de Normandie, merci d'être à nos côtés, merci d'avoir accepté l'invitation de Midi Libre. Je sais que les emplois du temps d'un ministre sont fort chargés et vous avez su dégager le temps nécessaire pour être à l'écoute de l'univers de l'agriculture en Occitanie et nous vous en sommes très reconnaissants. Je dois excuser Carole Delga qui hier soir nous a appelé, nous a téléphoné pour nous annoncer ses regrets qu'elle ne pouvait aujourd'hui être physiquement présente. Elle en avait l'intention, elle en était déterminée, mais vous le savez, aujourd'hui se joue une partie importante pour Sète, c'est son élection comme capitale française de la culture. Vous savez dans quel état se trouve l'autre culture et que l'élection de Sète comme capitale française de la culture est très important pour Sète, bien sûr, très important pour l'Occitanie. Et nous lui souhaitons tout courage, beaucoup de courage pour que Sète l'emporte. Ce challenge aussi recueille le soutien, vous le savez, de Midi Libre. Enfin, je remercie, ou j'accompagne les remerciements d'Olivier Biscay pour les orateurs qui ont bien voulu accepter de débattre ici face au ministre. Votre présence nombreuse témoigne toute l'attention de l'Occitanie que porte sur son agriculture, sa transformation, sa commercialisation. Vous le savez, 250 produits font partie des labels de l'Occitanie, quand par ailleurs une centaine de vins OGP ou IGP ou AOC constituent aussi le beau catalogue de produits de l'offre Occitanie sur son agriculture. Avec 22 milliards de chiffre d'affaires, l'Occitanie se positionne au premier rang des éleveurs de vin, au deuxième rang de l'emploi du monde agricole. Et avec ces 22 milliards, j'ose dire que le business dépasse largement le chiffre d'affaires de l'avionique en Occitanie, tout un symbole. C'est dire qu'après le lancement des 4 labs précédents, lancés en 2019 et en 2020 par Midi Libre, je veux parler du Fab Santé, je veux parler du Lab Touriste, je veux parler du Lab Littoral Méditerranée. Nous lançons aujourd'hui le Lab 3A, A pour agriculture, A pour agroalimentaire, A pour alimentation. Et nous lancerons la semaine prochaine le Lab économique, présidé d'ailleurs par Pierre Moscovici. C'est dire qu'avec ces 4 lancements et ce Lab Fab, Midi Libre s'engage avec détermination pour défendre bec et ongle les couleurs des filières au sein de cette Occitanie. Alors, qu'est-ce qu'un lab? Un lab est une invention, une innovation de Midi Libre qui est un produit hybride
qui à la fois porte intérêt pour les professionnels que vous êtes, s'agissant de l'agriculture, mais aussi porte intérêt pour nos lecteurs. Et c'est un produit qui est composé à la fois d'animations rédactionnelles dans nos journaux, dans nos publications, dans nos magazines, sur le site Internet, mais aussi d'événementiels, de conférences, de symposiums, voire de salons et d'expositions. Je veux parler du salon Littoral Méditerranée, dont la quatrième édition aura lieu à la Grande Motte à l'automne prochain. Les circonstances que vous savez, présentement, largement d'ailleurs rappelées par un excellent dossier sur France Télévisions que j'imagine vous avez tous vu sur le monde paysan, illustrent combien l'agriculture est en transformation permanente. Et les circonstances que nous vivons aujourd'hui rendent encore plus aiguë cette transformation. Qu'il s'agisse de la transition climatique, qu'il s'agisse de manger propre et manger mieux, qu'il s'agisse de la distribution avec les circuits courts, autant de dossiers qui posent problème à l'agriculture et qui continuent le combat pour exister. Dans ces circonstances, le FAB 3A avait toute sa raison d'être à Midi Libre. Nous lui souhaitons bonne chance, nous lui souhaitons un plein succès, et je vous invite, mesdames et messieurs, à m'accompagner dans l'ouverture de ce FAB 3A avec vos applaudissements nourris avant de passer la parole à Olivier Biscaye. Merci de votre attention. Merci beaucoup Bernard Maffre. Alors, vous l'avez rappelé, nous sommes en direct sur midilibre.fr et sur l'ensemble des supports numériques du groupe. Je veux rappeler que vous pouvez, internautes, commenter, partager, réagir tout au long de cette rencontre. Et surtout, vous pourrez évidemment interroger l'ensemble de nos intervenants, à commencer par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Bonjour Monsieur le Ministre. Il faut que tu tailles... Ça y est, on vous entend parfaitement, on vous voit à l'image et on vous entend. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence ce matin au lancement de ce Lab 3A. Je vous propose qu'avec Gilles Lorfèvre, bonjour Gilles, bonjour. Journaliste à Midi Libre, nous puissions entamer pour démarrer votre interview. Nous avons, vous vous en doutez, de nombreuses questions à vous poser. Gilles Lorfèvre. Oui, Monsieur le Ministre, bonjour. Une première question. Quel est l'état de santé aujourd'hui de l'agriculture française après une année de pandémie ? Pendant toute cette année de pandémie, je crois d'abord que l'agriculture française a montré sa résilience. L'agriculture française a montré qu'elle était en capacité de nourrir le peuple français en dépit des difficultés. Et je crois que c'est très important de le signaler parce que dans d'autres pays, à travers le monde, mais parfois aussi en Europe. Regardez par exemple ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Il y a parfois eu des manques dans l'alimentation, dans la fourniture des denrées alimentaires. Ça n'a jamais été le cas en France, et ça c'est grâce à nos agriculteurs, à nos éleveurs. Et d'abord, je voudrais de manière très solennelle les en remercier. Et c'est grâce au final à la résilience de notre agriculture. Une fois qu'on a dit ça, la période de la Covid a impacté très fortement certaines filières, et vraiment très fortement, du fait de la fermeture des restaurants, de la fermeture des bars, de la fermeture d'un certain nombre de débouchés. Je pense à la filière de l'élevage, je suis persuadé qu'on y reviendra, mais je pense également à la filière viticole, où d'autres difficultés d'ailleurs sont apparues. Je pense à la filière de l'horticulture. Bref, beaucoup de filières, et je pourrais en citer d'autres, qui ont été impactées dans leur quotidien par la crise de la Covid. Et puis, dernier élément, mais pour ne pas être trop long, cette crise, elle a montré aussi un certain nombre de faiblesses ou de fragilités dans notre agriculture qui, en fait, montrent un certain nombre de dépendances que notre agriculture peut avoir face à un certain nombre de défis. Le premier de ces défis, c'est évidemment le changement climatique. Et ça nous impose. Ça nous impose de prendre des mesures fortes, des mesures structurelles pour regagner en souveraineté, pour conforter notre souveraineté
Et vraiment, moi, cette souveraineté agroalimentaire, c'est parmi toutes les priorités, ma priorité absolue. Comment reconquérir justement cette souveraineté alimentaire souhaitée, d'ailleurs souhaitée par le président de la République il y a quelque temps, quand on a un taux d'importation de produits alimentaires qui dépasse les 20%, est-ce que c'est compatible ? C'est à la fois compatible, mais surtout, cette importation de produits massive, elle montre à quel point cela est absolument nécessaire de regagner cette souveraineté. Alors, comment on fait pour regagner une souveraineté ? D'abord, il faut identifier toutes les dépendances qu'on peut avoir, et gagner en souveraineté, c'est regagner en indépendance. Parmi ces indépendances qu'il nous faut regagner, vous citez les importations. Il y en a une que j'ai chevillée au corps, c'est la nécessité de regagner notre indépendance vis-à-vis des importations de protéines. C'est un véritable système organisé depuis 50 ans. Aujourd'hui, notre pays, et de manière générale d'ailleurs l'Europe, est complètement dépendant des importations de protéines végétales venant d'Amérique du Sud. C'est absolument scandaleux, c'est incompréhensible et c'est un système organisé depuis 50 ans. Alors comment on fait pour lutter contre ça ? Eh bien, d'abord, à l'échelle nationale, il faut être extrêmement allant pour favoriser cette production de protéines dans notre pays. Et puis, c'est d'ailleurs le sens du plan de relance où on a, avec la profession agricole, déterminé une enveloppe de 100 millions d'euros pour regagner en indépendance protéique, planter des légumineuses, améliorer la qualité de notre fourrage, etc., etc. Et puis, c'est aussi faire bouger les lignes au niveau européen, au niveau de l'OMC, pour sortir d'une certaine sorte de naïveté, parfois même d'hypocrisie, qui consiste encore et encore à imposer de plus en plus de normes, de standards en Europe, tout en continuant à importer des produits qui viennent alors qu'ils ne respectent pas ces normes que nous nous imposons à nous-mêmes. Donc ça, c'est un gros travail qu'on est en train de faire, et notamment, il y aura un point d'orgue à tout ça, c'est la présidence française du Conseil européen à partir du 1er janvier de l'année prochaine, et je mettrai cette sortie des dépendances comme la priorité de la présidence que j'assurerai au volet agricole. Vous avez parlé tout à l'heure de résilience. Effectivement, il y a une vraie résilience. Il y a un vrai travail fourni par les agriculteurs depuis des années. Et pour autant, ils ont l'impression de ne pas être entendus. Pour une grande partie d'entre eux, ils ont pas forcément, ils pensent qu'ils ne sont pas entendus. Et même, ils se posent les questions de quels moyens leur offrir pour justement avoir cette souveraineté alimentaire dont vous parlez, mais parce que aujourd'hui, une grande partie d'entre eux se dit démunis. Il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord ce qu'on peut faire à l'échelle nationale sur le moyen et long terme pour investir dans la sortie de ces dépendances. J'évoquais les protéines, j'aurais pu évoquer le sujet de l'eau, j'aurais pu évoquer le sujet du renouvellement des générations, le sujet de la modernisation. Et ça, le plan de relance, France Relance, on a obtenu, je me suis battu pour 1,2 milliard, je dis bien 1,2 milliard, pour pouvoir financer ces réformes de structure ou cette modernisation. Mais au-delà de ça, ça c'est le moyen terme, il y a le court terme. Et le court terme, c'est quoi ? C'est l'enjeu de la rémunération. Le court terme, c'est quoi ? On vient de sortir des négociations commerciales, qui est le moment où les agriculteurs négocient avec les industriels et la grande distribution, et on voit que le compte n'y est toujours pas. On voit qu'aujourd'hui, le prix payé cours de ferme n'est toujours pas suffisamment haut. C'est très vrai dans le domaine de l'élevage, c'est très vrai dans un certain nombre de secteurs. Et en plus, on est face parfois même à des injonctions contradictoires. Qu'est-ce que demandent nos sociétés ? Elles demandent des produits de plus en plus de qualité. Quelle est la mission de nos agriculteurs ? C'est de nourrir le peuple avec des produits de qualité. Et au même moment, on dit, et certains jouent un jeu de dupes, on dit on va tirer les prix vers le bas. Mais vous voyez bien que là, il y a une injonction complètement contradictoire. On ne peut pas tirer les prix vers le bas et demander plus de qualité. Et donc, moi, ma position, c'est qu'il faut aller, par exemple... Qui tire les prix vers le bas ? Qui sont les... Dans la chaîne, c'est une partie de la grande distribution et une partie des industriels. Très clairement. Et il n'y a pas moyen justement de faire revenir la grande distribution là-dessus, Julien de Normandie. Si, je le pense très sincèrement. Et d'ailleurs, il y a des exemples où ça marche. Et moi, j'en appelle d'ailleurs à ce sursaut de tous ces capitaines d'industrie ou ces capitaines de grande distribution, parce que je suis convaincu que
À faire cette guerre des prix, en fait, on creuse notre tombe collégiale. À faire cette guerre des prix, à la fin, ça se fait sur le dos de l'agriculteur. Toujours. Parce que c'est le rapport de force. Mais à faire cette guerre des prix, ça se fait aussi au détriment de nos industriels, parce que comment nos industriels demain feront les produits de qualité s'ils n'ont pas les éléments issus de notre agriculture? Et ça se fait au détriment aussi de la des grandes surfaces, de la grande distribution. Pourquoi? Parce que plus on va détruire notre modèle agricole, plus ces mêmes personnes seront dépendantes d'importations face à des grands groupes internationaux, etc. Et donc oui, il y a encore des jeux de dupes qui sont menés. Je veux dire, quand vous voyez les 4 derniers mois qu'on a vécu sur les négociations commerciales, l'État, et moi j'avais annoncé la couleur, on est rentré avec beaucoup de force dans ce rapport de force des négociations commerciales. On a démultiplié les contrôles. On est allé avec une fermeté totale. Mais il faut sortir de ce système. Et pour sortir de ce système, il faut aller plus loin que ce que nous prévoit d'ores et déjà la loi Egalim. Lié à cette problématique, quel regard vous portez aujourd'hui quand on dit que le revenu moyen d'un agriculteur est de 1 100 € par mois, qui n'est même pas le prix du SMIC, hein. Qu'est-ce que ça évoque quoi chez vous? Que c'est une situation qui est inacceptable, d'abord pour nos agriculteurs, nos éleveurs, ensuite par principe, parce que tout travail mérite salaire, et puis vous évoquez le salaire moyen, mais il faut le ramener au taux horaire, parce que vous avez ce salaire, et en moyenne, vous travaillez 55 heures par semaine. C'est ça aussi la réalité, en moyenne. Et puis, ça évoque pour moi une vraie question qui est, c'est quoi notre modèle agricole? Notre modèle agricole, vous savez, vous évoquiez tout à l'heure ce très beau film « Nous paysans ». Et quelques jours avant, il y a eu un autre film par Yann Arthus Bertrand qui s'appelle « Legacy ». Ce film, il montrait des élevages. Il montrait des élevages de truies et des élevages laitiers. Des élevages de truies qui étaient des immeubles de 13 étages de haut. Des élevages laitiers où il y avait des dizaines de milliers de bêtes. Bon, ben ça, et d'ailleurs le film, je le regrette, ne le mentionnez pas, ça c'est pas l'élevage en France. Ça c'est ce qui se passe dans d'autres pays à l'international. C'est pas le modèle qu'on veut. C'est pas un modèle tourné vers la qualité. C'est pas un modèle tourné vers la création de la valeur pour l'agriculteur, pour nos territoires, pour notre environnement et pour notre santé. C'est pas vrai. C'est pas un modèle comme ça. Et donc nous, ce dont il faut bien avoir conscience, et c'est la responsabilité, j'en appelle au sursaut collectif des capitaines d'industrie de grande consommation, mais c'est également une responsabilité en tant que consommateur. On ne peut pas d'un côté, c'est pas possible, demander toujours plus de qualité, et de l'autre côté dire la seule solution, parce qu'il y a des sujets très importants de pouvoir d'achat, c'est de tirer les prix vers le bas. Ça n'est pas possible. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que les règles du jeu qui ont évolué grâce à la loi Egalim, qui allaient dans le bon sens, elles sont pas suffisantes. Et donc moi, mon objectif très clair, c'est d'aller plus loin. Ce matin même, Serge Papin, l'ancien directeur de Système U que j'ai mandaté sur le sujet, après 4 mois de travail, m'a fait des propositions en nombre restreintes, mais qui sont structurantes. Et moi, mon objectif, c'est de reprendre ces propositions, de pouvoir les mettre en œuvre pour aller plus loin sur la loi Egalim et sortir de cette guerre des qui est mortifère. Reconnaissez qu'avec un salaire moyen de 1 100 €, 55 heures par semaine, et un avenir qui est quand même pas vraiment qui a encore des zones d'ombre, on ne crée pas des vocations et quand même on va avoir du mal demain à repeupler les terres. Mais vous avez 1000 fois raison. On ne crée pas des vocations. Vous savez, le monde de l'agriculture, c'est un monde de passion. Sauf que notre société s'est reposée sur la passion des femmes et des hommes qui constituent ce monde agricole. Mais la passion, elle ne peut pas tout. La passion, elle ne peut pas être faite au détriment de la rémunération. Et le système qui consiste à dire précisément, depuis quelques décennies, mais il y a eu un élément changeant qui était en 2008 avec une loi qui s'appelle la loi LME. La loi LME, qu'est-ce qu'elle a fait en 2008? Elle a dit, eh bien en fait, on arrête ce qu'on a appelé avant la non-négociabilité du prix. C'est-à-dire qu'on arrête de considérer qu'il faut préserver le prix payé à l'agriculteur. Et que, ce faisant, on va créer de la concurrence au sein de la chaîne agroalimentaire, avec un espoir, c'est de diminuer les prix pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais donc, en fait, on est rentré en 2008 sur un système qui consistait à dire on va donner du pouvoir d'achat aux Français
au détriment de la rémunération des agriculteurs. Ça n'a pas été présenté comme ça, mais c'était ça la réalité. Et politiquement, ceux qui ont fait ça à l'époque, ça peut s'expliquer, ne l'ont pas dit clairement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve 10 ans, enfin quelques années après, on se retrouve avec un système qui effectivement a marché. C'est-à-dire que on a cessé année après année d'organiser cette déflation au titre du pouvoir d'achat, et on a fait une erreur monumentale à mes yeux, c'est que accompagner le pouvoir d'achat des Français, c'est essentiel. Et on fait des politiques pour. Mais accompagner le pouvoir d'achat des Français, ça ne peut pas se faire sur le dos des agriculteurs. Et de la même manière, il faut qu'on sorte des injonctions paradoxales, qui est un mal très français, qui consiste d'un côté à toujours plus demander au monde agricole, au monde agroalimentaire, à toujours vanter ses mérites en disant c'est très bien, il faut plus de qualité, il faut plus de transition, il faut plus de... Et de l'autre côté, ne pas accepter de le rémunérer. Ça, c'est une injonction qui est paradoxale et donc il faut sortir. Alors, ça nécessite de sortir avec ce sursaut collectif que j'évoquais. Ça nécessite de sortir, et j'insiste dessus, avec le rôle du consommateur, qui est essentiel. Le problème, c'est que deux produits alimentaires, ils se ressemblent beaucoup. Un blanc de poulet ressemble beaucoup à un autre blanc de poulet. Un steak haché ressemble beaucoup à un autre steak haché. Une entrecôte pareil, un concombre pareil. Et donc, pour autant, ces deux aliments qui se ressemblent beaucoup, quand ils sont issus d'élevages différents, ils n'ont pas la même valeur nutritive, ils n'ont pas le même impact pour notre santé, ils n'ont pas le même impact sur nos territoires. Et donc le rôle du consommateur, il est essentiel. Mais moi, comme je vois que les choses n'avancent pas assez vite sur ce sursaut collectif ou sur ce rôle du consommateur, je pense qu'il faut repasser par des mesures qui régissent ces règles et donc aller plus loin que la loi Egalim ne le fait. En parallèle justement de cet aspect économique et qui est fortement lié, on dénombre aujourd'hui plus de 250 suicides par an chez les agriculteurs. Comment on peut remédier à cette souffrance et j'ai envie de dire, c'est pas que cette année, ça dure depuis des années, c'est une vraie souffrance et j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément toujours prise en considération par les divers gouvernants. Si, je pense qu'elle est prise en considération, depuis maintenant de nombreuses années, parce que quand vous regardez, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est des sujets qui touchent à l'intime, c'est des sujets d'une incroyable difficulté, parce que on est face à des drames. Mes prédécesseurs, toute majorité confondue, ont tenté d'apporter des solutions. D'abord, il faut en parler, il faut mettre en avant la réalité, parce que vous l'avez dit, cette réalité, elle est terrible et il faut absolument, pour mieux y apporter des solutions, avoir le courage d'en parler. Deuxièmement, il y a des choses qui ont été faites, je pense notamment aux différents plans de lutte contre le mal-être agricole, contre le suicide dans le monde agricole. Et le dernier d'entre eux remonte d'ailleurs à 2011, fait par l'un de mes prédécesseurs. Bon. Mais le troisième élément, et on a eu des travaux qu'on a menés avec des parlementaires, des députés et des sénateurs ces dernières semaines, très intéressants là-dessus, qui montrent qu'en fait, on peut s'améliorer et s'améliorer significativement dans l'accompagnement. Évidemment, le mal-être, il est multifactoriel, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du sujet de la rémunération depuis tout à l'heure. La rémunération est un vrai sujet. Il y a aussi les questions d'isolement. Il y a les questions d'isolement qui s'accumulent à la charge de travail. Il nous faut, par exemple, renforcer l'aide au répit, dont le mot veut bien dire ce qu'il signifie. C'est des dispositifs qui existent déjà, mais qu'il nous faut renforcer. Et puis, il y a la question aussi de la considération. Quand vous accumulez manque de rémunération, surcharge de travail, parfois isolement, et en plus des personnes qui passent devant votre champ et qui vous critiquent, ça fait une accumulation de choses qui parfois est très compliquée à vivre. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il y a deux maîtres mots sur lesquels il nous faut nous améliorer. Et on est en train, sur la base des travaux des parlementaires, d'établir des mesures que j'annoncerai dans les prochaines semaines allant dans ce sens. Le premier, c'est mettre beaucoup plus d'humanisation dans toutes nos procédures d'accompagnement. Quand moi je vois qu'on arrive encore en 2021 à envoyer aux agriculteurs des lettres de recouvrement, des lettres avec accusé de réception, alors qu'on sait qu'il est en difficulté, pour demander un remboursement de créances
parfois de 2, 5, 10, 15 euros, c'est un non-sens. Et deuxième élément, au-delà de cette humanisation, c'est-à-dire remettre de l'humain au centre de tout, il y a une notion qui est très importante à mes yeux, c'est la notion de aller vers. Aujourd'hui, tous nos dispositifs, en tout cas dans leur majorité, ils reposent sur si vous allez mal, appelez un numéro de téléphone. C'est par exemple le dispositif d'agri-écoute, qui est très bien. Il y a des gens qui sont fabuleux qui travaillent dans ces dispositifs. Mais en fait, la réalité, c'est que quand vous êtes en détresse, c'est très compliqué de vous demander d'appeler un numéro de téléphone. Il faut aller vers les personnes qui sont en difficulté. C'est par exemple les réseaux des sentinelles qui existent en lien avec les départements. Et toute cette politique du aller vers, c'est-à-dire de ne pas attendre ou de ne pas demander à une personne en difficulté d'appeler, cette politique du aller vers, elle est essentielle. Je vous donne là aussi un exemple très concret. Quand vous êtes un éleveur et que vous avez un cas de tuberculose dans votre élevage et qu'on vous dit on va devoir abattre tout votre élevage, le jour où le camion arrive pour prendre l'ensemble de votre cheptel, parfois il n'y a personne pour vous accompagner. C'est pourtant une vie de travail qui d'un coup d'un seul part parce que vous avez eu un cas de tuberculose. Et parfois vous n'êtes pas accompagné, parfois vous vous sentez seul. Et parfois, on vous dit, mais si vous vous sentez mal, appelez un numéro de téléphone. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut améliorer l'humanisation, le aller vers, et consolider tous les dispositifs qui marchent pour aller encore plus loin. Je pense à l'aide au répit, je pense aux questions de rémunération. Évidemment, on en a beaucoup parlé, qui est aussi une des mères des batailles. Et je pense aux questions, vous savez, de ces cellules départementales d'accompagnement. On voit qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, et donc il faut prendre exemple sur celles qui marchent pour faire en sorte que ça soit appliqué chez les autres. On va y revenir, Monsieur le Ministre, sur l'ensemble de ces sujets, puisque nombre de représentants départementaux de notre région sont dans cette salle. On a beaucoup de questions, par ailleurs, sur les supports numériques. Je vous propose, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, que nous ouvrions une autre séquence, celle du débat. Je voudrais l'ouvrir avec quelques minutes d'interview de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. On le rappelait tout à l'heure, elle défend en ce moment même la candidature de 7 à Paris devant un jury dans le cadre du label Capitale française de la culture. Nous l'avons interrogée hier soir à Toulouse et on lui a demandé quel était son regard sur l'avenir, comment elle voyait l'avenir de l'agriculture en Occitanie. Elle nous répond. Je la vois avec confiance, avec détermination, parce que nous avons réussi à être unis, vraiment à pouvoir fédérer. C'est ce que nous avons fait avec la question, par exemple, de la foncière d'Occitanie pour nos agriculteurs, parce que nous avons de plus en plus de difficultés pour l'installation, pour l'accès aux terres, beaucoup d'installations hors cadre familial, beaucoup de personnes en cours de vie ont envie de revenir à la terre et il est nécessaire qu'il y ait une action publique forte pour pouvoir acheter les terres. Donc, en le simplifiant, c'est la région qui achète les terres, qui les porte pendant une durée entre 7 et 10 ans. Nous les louons à des agriculteurs les 5 premières années à un prix inférieur au marché pour leur permettre de créer le modèle économique, pour leur permettre d'acheter du matériel, de bâtir aussi ce qui est nécessaire. Et au bout de ce délai-là, ils nous les rachètent au même prix où nous les avons achetés, déduction faite des loyers. Donc ça, c'est un vrai levier que nous avons construit avec la SAFER, avec aussi l'ensemble de la profession agricole. On a un fort partenariat avec l'ensemble des chambres d'agriculture et tout particulièrement la chambre régionale d'agriculture avec les jeunes agriculteurs. C'est un travail vraiment très commun. Et puis le deuxième sujet, ce sont les contrats de l'agriculture durable. Parce que nous voulons avoir un partenariat sur plusieurs années avec des agriculteurs ou avec également des instances qui regroupent des agriculteurs. Je pense aux chambres d'agriculture, avec la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, contrat durable pour en fait le lait, une filière laitière qui souffre beaucoup, et avoir une production bas carbone. C'est une innovation que nous mettons en œuvre, ou avec par exemple des coopératives agricoles. Je pense dans le de Gers et le Tarn-et-Garonne, où là nous avons décidé de développer
écologie, que ce soit pour la question des céréales ou pour la question de l'arboriculture. Et puis également, nous voulons mettre en avant des productions locales qui sont de qualité et qui nous permettent d'avoir de la transformation sur place. Parce que nous avons une filière agroalimentaire qui est vraiment très très développée et nous voulons que cette filière agroalimentaire, elle s'approvisionne en Occitanie, et les contrats d'agriculture durable, cela aussi, c'est un contrat entre les producteurs et les transformateurs que nous mettons en œuvre. Et nous sommes très attachés, bien sûr, au bien-être animal, mais aussi au bien-être de nos agriculteurs et qu'ils puissent bénéficier d'un revenu décent. Donc c'est cela l'avenir de cette agriculture en Occitanie, que les habitants de l'Occitanie en prennent conscience, qu'ils achètent local, parce que c'est bon pour la planète, c'est bon surtout pour leur santé, et de savoir fédérer et de permettre la mutualisation des initiatives et un accompagnement sur plusieurs années. Carole Delga, qui ouvre évidemment d'autres sujets à l'occasion du lancement officiel de ce Lab 3A. On ouvre maintenant, Gilles Lorfèvre, une autre séquence, la séquence du débat, avant que nos interlocuteurs dans la salle puissent évidemment poser leurs questions. On est ravis d'accueillir Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, qui est à Paris, en duplex, qui est ici, je crois. Oui, ça y est, Madame Lambert, bonjour. Ravi de vous avoir à nos côtés pour ce débat. Débattront également, bien sûr, Irène Tolleré, qu'on connaît bien, tant au plan local qu'au plan européen, puisque vous êtes députée européenne et vous portez des sujets autour de l'alimentation. J'ai lu ici ou là députée européenne de l'année, c'est bien cela sur l'alimentation, mais c'est déjà considérable. Et vous êtes un des relais sur notre territoire. Et puis Denis Cartier, qu'on ne présente plus, président des chambres d'agriculture, de la Chambre d'agriculture Occitanie. On va porter évidemment avec vous de nombreux sujets. Puis dans la salle, je salue Magali Somade, président de la Chambre d'agriculture du Gard. Merci d'être à nos côtés. Puis Myrène de Lorgeril, qui est là aussi en duplex, présidente du CIVL. Bonjour Myrène de Lorgeril. On va pouvoir ensemble débattre d'un certain nombre de sujets évoqués par Julien de Normandie en introduction de cette rencontre. Gilles, je vous laisse poser la première question à Christiane Lambert. Madame Lambert, bonjour. Elle nous entend, je vous en prie, allez-y. Bon. Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure de souveraineté alimentaire. Vous, en tant que représentante de la FNSEA, quels moyens vous demandez justement pour qu'on puisse reconquérir cette souveraineté alimentaire ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Bravo aussi pour les thèmes retenus. La souveraineté alimentaire s'est invitée dans le débat, s'est réinvitée au début du confinement l'année dernière. Rappelez-vous, le 12 mars 2020, à 20h20, le président de la République, dans son allocution aux Français, nous annonçant que nous allions être confinés, nous y préparant, a dit « Confier notre alimentation et notre santé à autrui serait folie. Il faut reconsidérer notre souveraineté alimentaire. » Ensuite, il a dit notre souveraineté industrielle, technologique. Cela suppose des choix courageux, je les assumerai. Je voudrais citer un autre exemple. Depuis un mois, les radios reprennent beaucoup des chaînes de construction automobile qui sont à l'arrêt parce que nous nous rendons compte de composants électroniques qui sont importés à 75% de Taïwan. Ce qui montre que la souveraineté industrielle est parfois fragilisée quand on est dépendant d'autres sources d'approvisionnement. Vous voyez, ce sont deux sujets très différents. L'automobile d'un côté, l'alimentation, la santé de l'autre. Ce qui a été mesuré pendant le premier confinement et depuis ce moment-là, c'est que la France et l'Europe avaient la chance d'avoir une agriculture productive, résiliente, et nous n'avons manqué de rien. Il n'y a pas eu de pénurie. L'agriculture est capable de produire, de stocker, c'est-à-dire de transformer les produits pour les rendre stockables et pour nourrir la population en tout moment. C'est ça la souveraineté pour un pays. Et c'est synonyme d'indépendance et de stabilité. Brejnev disait « Je crains plus le bruit des casseroles que le bruit des chars ». Le soulèvement, le printemps arabe, est venu d'un problème alimentaire au Maroc. Alors, que faut-il faire pour reconquérir notre souveraineté? Bon, d'abord dire que la France, contrairement à d'autres pays, a su garder des pans importants de son agriculture. Mais c'est vrai que nous sommes en fragilisation parce que l'échiquier international a changé. D'autres pays ont fait de l'alimentation un enjeu stratégique et s'en donnent peut-être plus les moyens que la France ne sait donner les moyens. Nous avons
désagricoliser la France. Nous sommes devenus plus dépendants d'importations. On cite souvent l'exemple du poulet. On importe un poulet sur deux, et dans les cantines, c'est 80% des poulets consommés qui sont importés. On peut citer le vin, où malheureusement, sur l'entrée de gamme, nous sommes concurrencés par des pays plus compétitifs en termes de coût du travail et de coûts de toutes sortes. Et nous avons beaucoup d'importations, ce qui pénalise nos producteurs de vin d'entrée de gamme dans notre pays. Alors, il faut des politiques publiques qui ne fassent pas de surtransposition des règles environnementales. Qu'est-ce que c'est un malentendu? Comment arriver à ce que les Français soient de nouveau amoureux de leurs agriculteurs, de leurs paysans? Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'on va se retrouver avec deux France, celle de la ruralité et celle citadine? Irène Tolleré. Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'il y a deux France, mais que le vécu de ces deux France évolue, notamment la crise Covid fait qu'on redécouvre que vivre dans des endroits naturels, c'est très bien et que ces endroits naturels existent encore parce qu'on a une agriculture qui entretient les paysages et fait partie de l'aménagement du territoire. Par rapport à l'agribashing, je crois aussi qu'on a un développement des réseaux sociaux depuis des années qui a fait qu'on est sur des communications très courtes et très hystérisées avec les fake news, parfois des confusions, comme le ministre l'a rappelé, sur des pratiques qui n'existent pas en Europe ou qui n'existent pas en France et qui pourtant fait que des agriculteurs peuvent subir des violences verbales, voire physiques, parce qu'on pense qu'un éleveur est forcément un tortionnaire. Les agriculteurs se sont organisés, je voudrais vous parler du groupe des Agri-Tweetos, qui ont pris des jeunes agriculteurs, enfin plus jeunes que moi, qui ont pris le taureau par les cornes pour faire visiter leur ferme de façon ludique et montrer qu'ils n'ont rien à cacher. L'agriculture européenne, l'agriculture française a été reconnue comme étant la plus durable. Nous avons une alimentation de grande qualité grâce à eux. Donc les circuits courts, mais également ces nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux sont un moyen de recréer du lien et redonner du moral aux agriculteurs, parce que si on a aussi des agriculteurs qui se suicident, c'est qu'ils ne se sentent pas aimés. C'est ça, tout à fait. Denis Cartier, Gilles, une question peut-être au président de la Chambre d'agriculture Occitanie, avant de retrouver, je vous rassure, Christiane Lambert et Juliane Normandie, dont la connexion avait là aussi été coupée, coupure générale d'Internet. Gilles Lorfèvre. Je voudrais évoquer avec vous un petit peu l'agriculture bio et savoir un petit peu si l'agriculture bio et l'agriculture de demain, est-ce qu'on va tous passer en bio ou est-ce que ça peut être une agriculture complémentaire? Quel est l'avenir du bio? Comment vous l'apercevez? Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de nous avoir invités et d'avoir créé cela. Moi, déjà, excusez Jérôme Despé, le président de la Chambre, j'étais obligé, qui est partenaire bien entendu, et Boris Calmette qui est aussi partenaire, donc je devais, si vous ne l'avez pas fait, de le dire. Pour répondre au bio, vous ne me ferez pas dire ici qu'on va dire que le bio c'est pas bon, mais simplement dire aussi que il ne peut pas y avoir toutes les cultures, on ne va pas opposer tous les modes de production et toutes les cultures, et le bio oui, il en faut. Certains en veulent, mais toutes les bourses ne pourront pas se payer des produits bio, parce que quand vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre l'a redit, il nous faut des produits de qualité, les gens le veulent, mais on ne peut pas avoir que du bio, et le bio, donc c'est une démarche, comme les autres démarches, certification, style HVE, haute valeur environnementale, qui a été préconisé par le ministre de l'Agriculture. Le risque, est-ce que c'est-à-dire que le risque demain que le bio puisse pas nourrir tout le monde en fait? Bien entendu. Et puis quand on parle, le ministre a dit aussi, bien sûr qu'on ne pourra pas nourrir tout. On a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim. Demain, il y en aura un peu plus. Après-demain, un peu plus. Et si on réduit, déjà qu'on nous réduit les surfaces agricoles, puisqu'on les perd chaque fois, c'est les seules qui ne sont pas conservées, mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet des terres agricoles. Et vous dire que bien sûr on ne pourra pas tout nourrir, donc il nous faut des produits de qualité et que les agriculteurs puissent continuer à vivre de leur travail, parce qu'aujourd'hui ils survivent modestement. Et donc tant qu'on n'aura pas ça, on aura aussi le déclin, pas de bio ou pas de production, mais surtout pas d'agriculteurs et pas de bras. Et donc de fait des importations massives et majeures sur tous les produits qu'on ne peut que condamner. Et qu'il faut bien, vous, avec votre capacité de communication, de faire passer ces messages-là aux consommateurs, parce qu'ils pensent
Pendant la pandémie, bien sûr qu'ils ont regardé les agriculteurs, ils sont allés à la proximité, à côté de là où vous habitez, trouver des plateformes, des drives qui ont été créés, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils s'en souviennent toute l'année. Dès que ça s'ouvre un peu, hop, ils vont acheter ailleurs. C'est bien l'objet de nos labs 3A. Gilles Lefebvre, une question à Christian Lambert, avant de redonner la parole à Julien Normandie. Puis j'oublie pas évidemment Magali Somade et Myrène de Lorgeril. Et puis la salle. Gilles Lefebvre. Madame Lambert, une petite question. Donc, j'aimerais qu'on parle climat 2 minutes parce que effectivement c'est un enjeu aussi. Et je voulais savoir si le défi climatique de demain qui est demandé, qui est souhaité, est aussi une opportunité pour l'agriculture. Est-ce que ces défis climatiques vont nous ouvrir vers une nouvelle agriculture? S'il est un secteur qui est très concerné par le changement climatique, c'est l'agriculture. Notre activité est vous m'entendez? Oui. Notre activité est en plein air. Notre usine à nous n'a pas de toit. Donc la pluie, le vent, les tempêtes, la grêle, nous prenons tout. Et depuis pas mal d'années, les agriculteurs se sont adaptés au changement climatique. Nous avons développé des nouveaux itinéraires culturaux, une autre gestion des fourrages, etc. Nous savons que nous avons une responsabilité par rapport au changement climatique. Nous émettons des gaz à effet de serre, pas plus que d'autres. Nous sommes le 3e secteur émetteur. Mais nous savons aussi que nous sommes la solution à beaucoup de sujets liés au changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle, la FNSEA, nous avons écrit un livre que j'ai là et qui s'appelle « Faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture ». Ça montre tout l'engagement des agriculteurs pour apporter des solutions. Nous captons et nous stockons du carbone dans les sols. Nous produisons des énergies renouvelables. Nous produisons des biomatériaux pour la construction, l'habillement, le textile, la maison, bref. Nous sommes un secteur de solutions et nous voulons en tirer aussi des revenus. Nous produisons de l'énergie solaire, de la méthanisation, bref. L'agriculture est vraiment un secteur qui offre des opportunités. Mais sur ce sujet, les politiques publiques peuvent aussi accompagner et amplifier le mouvement. Et c'est la raison pour laquelle, avec le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de la Transition écologique, nous portons une vision offensive des contributions de l'agriculture pour un retour de valeur aux agriculteurs. Quelles pourraient être les aides? Et là, je pose la question à la fois, je vous la pose, mais je la pose aussi à Monsieur le Ministre. Quelles sont les aides justement pour ça? Comment ça pourrait se quantifier ou en tout cas concrètement, qu'est-ce que le gouvernement pourrait apporter? Alors, il y a des aides, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se passent en démarche privée loin du ministère, et c'est tant mieux. Par exemple, 30% des éleveurs laitiers font aujourd'hui des diagnostics carbone qui s'appellent CAP2ER. Ils comptabilisent le carbone capté et ils vendent le carbone. Dans mon département, on vend du carbone capté à la Poste, qui en émet beaucoup avec ses voitures pour livrer le courrier jusqu'au dernier kilomètre, et ça fait des KEO pour les agriculteurs. La puissance publique peut accompagner sur certains investissements lourds, comme c'est le cas dans le photovoltaïque, avec des tarifs d'achat qui devraient être plus favorables pour les agriculteurs. Dans le cas du rachat aussi en méthanisation par rapport au biogaz, le fait d'avoir mis un objectif ambitieux de biogaz dans la stratégie climat de la France ouvre des possibilités pour les agriculteurs. Les projets de méthanisation sont des projets coûteux, ils peuvent s'inscrire dans le plan de relance. Le plan de relance permet aussi un certain nombre de financements pour ces projets et c'est extrêmement important. Là où le gouvernement peut nous aider aussi, c'est à faire reconnaître au plan européen la comptabilité carbone et la comptabilité carbone aux frontières. Je m'explique. Il y a aujourd'hui tout un travail qui est fait sur l'ajustement carbone aux frontières, mais malheureusement, l'agriculture n'est pas dans la comptabilité carbone. Alors que ce que vient d'évoquer le ministre tout à l'heure en parlant des élevages d'Amérique du Sud avec des milliers d'animaux qui ne respectent absolument aucune règle environnementale et qui émettent beaucoup plus que nos bovins à nous, peuvent rentrer sur le territoire. Nous souhaitons que l'agriculture soit aussi concernée par cette comptabilité carbone aux frontières pour protéger, pour des motifs environnementaux, l'élevage à l'européenne qui n'a rien à voir avec l'élevage ailleurs. Ça dépend de l'Europe, le ministre le sait, et j'espère que nous pourrons convaincre au niveau européen le commissaire en charge du commerce, le responsable trade, justement, et Irène Toléré le sait aussi, je l'interpelle de cette façon, pour faire avancer ce sujet-là. Julien de Normandie, Monsieur le Ministre, peut-être une réponse à apporter à Christian Lambert et à l'ensemble de nos invités ce matin sur ces questions-là et sur d'autres sujets que vous avez pu entendre lors de ce débat. Alors, plusieurs points. Pour commencer par le sujet carbone évoqué un instant par la présidente Lambert, je vais le dire avec mes mots et de manière peut-être un peu simpliste, mais
Il y a eu un phénomène qui s'est passé il y a une quinzaine d'années, c'est que la forêt a fait une OPA sur l'agriculture s'agissant du carbone. Et je le dis alors que celles et ceux qui me connaissent savent tout l'amour que je porte pour nos forêts. Je suis moi-même ingénieur agronome puis forestier, mais force est de constater que la forêt a fait une OPA sur la question du carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faites le test avec vos lecteurs, vous verrez si on demande à quiconque où est-ce qu'on capte du carbone sur notre planète, tout le monde, ou 9 personnes sur 10, va vous répondre dans la forêt, grâce aux arbres. La réalité, c'est que la première source de captation de carbone à l'échelle de la planète, c'est d'abord l'océan, le phytoplancton, etc. Et puis après, c'est le sol, c'est la terre, c'est pas la forêt. La forêt ne vient qu'après. Sauf que quand vous regardez tous les mécanismes qui ont été créés sur le carbone, et c'est des mécanismes qui sont extrêmement intéressants parce que c'est des mécanismes qui, pour moi, sont au cœur de la philosophie dans laquelle je crois. C'est des mécanismes qui créent de la valeur pour l'environnement en allant capter du carbone, mais c'est des mécanismes aussi financiers qui créent de la ressource économique pour celles et ceux qui le portent, les forestiers. Et donc aujourd'hui, vous avez des mécanismes qui ont été mis en place, c'est les fameux crédits carbone sur différents marchés au niveau européen, de manière obligatoire, au niveau national, de manière volontaire. Souvenez-vous, il y a quelques années, à chaque fois que vous preniez un billet d'avion, on vous proposait de limiter votre empreinte carbone parce que dès que vous prenez votre billet d'avion, vous alliez investir dans des arbres et à l'époque d'ailleurs, on vous disait que vous alliez planter des arbres à l'autre bout de la planète. Bon. La réalité, c'est que l'agriculture doit se ressaisir de la question du carbone pour en faire une création de valeur énorme. Et donc, il y a plusieurs sujets. La présidente Lambert a évoqué les discussions en cours au niveau européen. Elle a mis fois raison. Aujourd'hui, l'agriculture a trop été absente de ces discussions européennes et Irène, que je salue, s'y emploie également. Il y a au niveau national, et moi je voudrais saluer notamment tout le travail qui a été fait avec les jeunes agriculteurs dans le cadre du plan de relance, où en fait on a décidé de financer ce qu'on appelle des bilans carbone. Ça veut dire que quand vous allez vous installer, c'est exactement l'exemple que donne Christiane Lambert, quand vous allez vous installer, l'État va vous accompagner pour financer un bilan carbone à l'échelle de votre exploitation. Ce faisant, vous arrivez à mettre en place le mécanisme des crédits carbone que j'évoquais. C'est à la fois bon pour la planète et c'est bon pour votre compte de résultat parce que vous arrivez à le valoriser. Et ça, au titre du plan de relance, on met 10 millions d'euros. Et ensuite, troisième point, il y a tout un travail à faire sur lequel on s'y emploie beaucoup. Moi, je veux faire vraiment de mon action, dans mon action, un marqueur carbone, si je puis dire. J'y crois énormément. Il y a toute une dynamique qu'il nous faut créer. On a parlé du diagnostic carbone à l'échelle de l'exploitation. On a parlé du niveau européen. Mais entre les deux, il y a les intermédiaires industriels. Christiane Lambert donnait l'exemple de la Poste. Il y en a plein d'autres. Financiers, pour qu'on crée ce marché carbone agricole. Dans ce qu'il a de plus vertueux, c'est-à-dire permettre à des agriculteurs d'établir la réduction de carbone, ensuite de les échanger ou de les vendre sur ces marchés carbone qu'on aura ainsi construits avec les industriels, avec les partenaires financiers et avec une impulsion européenne. C'est tout cela qu'on est en train de construire et l'honnêteté m'oblige à dire que par rapport à la forêt, on a 15 années de retard. Et je pense que c'est fortement dommageable parce que, vous voyez mon discours, moi, sur l'agroécologie, je pense que l'agroécologie est essentielle, impérieuse, très importante, mais ça n'est pas une vision. La vision, c'est la question de notre souveraineté. En revanche, l'agroécologie, elle va nous permettre d'atteindre cette souveraineté. Mais l'agroécologie, elle doit être créatrice de valeur pour l'environnement et pour le compte de résultat de l'agriculteur. On a de très nombreuses questions, Monsieur le Ministre. Plus elle permettra d'être rapide. Et le carbone doit nous permettre de le faire. Merci, Monsieur le Ministre. On va ouvrir la troisième séquence de questions. Elles sont extrêmement nombreuses sur midilibre.fr et dans la salle également. Myrène Delorgeril, vous aviez une première question. Magali Somad, et j'ai vu que certains voulaient poser des questions directes au ministre. Myrène Delorgeril, question courte pour réponse courte. Allez-y. Bonjour, Monsieur le Ministre, et bonjour à tous. En vigueur au 1er janvier 2022. Donc c'est en construction. Il y a une étude qui est en train aussi de se faire. Moi, ma question à vous, c'était comment pensez-vous pouvoir favoriser l'accès des produits locaux
donc à travers la loi Egalim, ce qui n'est pas clairement écrit aujourd'hui, notamment pour la restauration collective. Merci Magali Saumann. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre. Je suis désolé parce qu'on a été coupé à un moment donné. J'ai entendu la fin de la question. Si j'ai bien compris la question, c'est comment favoriser les produits locaux, notamment dans la restauration collective, notamment grâce à la loi Egalim. C'est bien ça? Écoutez, vous êtes parfaitement efficace, monsieur le ministre. C'est tout à fait ça. Allez-y. Alors, d'abord, un constat qui n'est pas assez dit. 50% à peu près de la viande consommée dans la restauration collective est de la viande importée. Et vous le voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur l'élevage. Sur l'élevage, l'une de nos priorités, c'est d'ouvrir des débouchés. Et j'en appelle notamment à, évidemment, l'État, ça c'est ma responsabilité, mais aussi à tous les élus locaux, pour regarder avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de courage, les achats qui sont faits dans la restauration collective, dans les écoles ou dans les autres, les lycées, les collèges ou dans les autres lieux. Et on se rend compte aujourd'hui que 50% de la viande qui est consommée, c'est de la viande d'importation, alors qu'au même moment, nos éleveurs, par exemple sur les jeunes bovins, n'arrivent pas à avoir des débouchés. Et donc, souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes qui disent il faut trouver des solutions pour pouvoir permettre à nos éleveurs de pouvoir mieux vivre de leur travail. Mais la première des choses très concrètes, très pragmatiques qu'on peut faire, c'est de favoriser l'achat par la commande publique nationale et locale de ces produits. Premier point. Deuxième point, la loi Egalim, elle a fixé des curseurs. C'est notamment à partir du 1er janvier d'avoir des produits 1er janvier 2022, d'avoir au moins 50% de produits sous qualité qui est acheté dans la restauration collective. On est en train, dans le cadre de la loi climat qui est en cours de discussion, d'aller encore plus loin, d'étendre ces obligations à la restauration collective privée et pas que publique. Mais même de se demander, et vous l'avez dit dans votre question, de se demander comment on peut inclure les produits locaux dans ces critères, quitte à renforcer les critères d'ailleurs. Moi, je crois beaucoup, mais je crois profondément à la nécessité d'approche territoriale où on met des produits frais, des produits locaux. Vous m'avez entendu le dire à de multiples reprises, les produits frais, les produits locaux, il faut les pousser, il faut absolument les promouvoir. Et ça, il y a de très belles initiatives, on les renforce dans le plan de relance, c'est les projets d'alimentation territoriaux. On en appelle à chacune et chacun pareil en responsabilité dans les achats et en plus, on va modifier la loi pour que la loi Egalim sur ce point-là puisse être renforcée parce que c'est une source de débouchés, de création de valeur et c'est bon pour notre santé, c'est bon pour nos enfants dans les écoles d'avoir de la bonne viande issue de nos élevages plutôt que de la viande importée. Et ça, c'est vrai dans toutes les catégories de viande, de bœuf ou de poulet qu'évoquait tout à l'heure Christiane Lambert. Autre question, Myrène Delorgeril, vous êtes revenue, il me semble. Oui, allez-y, votre question, je vous en prie. Oui. Merci, bonjour Monsieur le Ministre. Ma question portait, je faisais une référence à ce que vous évoquiez tout à l'heure et sur la valorisation de nos produits. Pourquoi ne pas imposer à la grande distribution de faire 75% de sa communication sur les produits de qualité, sur la qualité des produits et non sur le prix, comme on a imposé à l'industrie automobile de faire 75% de sa communication sur les produits hybrides ou électriques dans les années qui viennent? Ce serait une chose simple et ça éviterait de casser systématiquement tout le travail que nous faisons pour la promotion des vins en ce qui nous concerne ou des produits de qualité pour lesquels nous dépensons des budgets importants de mise en valeur qui sont souvent démolis par une simple mise en valeur du prix, parce que chacun sait qu'un produit à 1 euro, une bouteille de vin à 1,50 € ou 1 euro, ça n'est pas viable en France et ce genre de publicité nous fait beaucoup de tort. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de ce côté-là? Julien de Normandie, je vous en prie. Alors, il y a d'abord toute une dynamique du consommateur à créer. Et je crois que à la fin des fins, la clé, elle est chez le consommateur plutôt que dans les informations qu'un tel ou un tel donnerait. Chez les consommateurs, par exemple, moi, l'un de mes grands combats, et on travaille beaucoup avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on voit que tout ce qui relève de la nutrition n'est pas assez présent dans, par exemple, les programmes scolaires, dans la formation, y compris de la formation de certains métiers clés, comme les métiers de la médecine. Et donc, en fait, la place de la nutrition, comme un élément de santé, n'est pas assez prégnante dans le débat. Souvenez-vous, moi, je suis d'une génération où on me disait les 5 fruits et légumes par jour.
Aujourd'hui, vous demandez à nos enfants, j'ai 4 enfants, je n'ai pas fait le test, mais je suis sûr du résultat, vous demandez à nos enfants, est-ce que par exemple la saisonnalité des produits, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Dans notre société, ce sujet de la saisonnalité a disparu, ou beaucoup trop. Alors face à ça, il faut agir dès le plus jeune âge, la formation et l'éducation. Il faut créer des initiatives avec les places de vente, les grandes distributions ou autres. On en a créé une qui est en train d'être mise en œuvre, qui a fédéré tous ces acteurs de la vente autour d'une bannière unique qui s'appelle « Plus près de chez vous, plus près de vos goûts ». Et puis, à la fin des fins, ce qui est sûr, c'est que le jeu, et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la loi Egalim, comment aller plus loin, le jeu qui consiste à dire on n'est que sur la guerre des prix et on n'est pas sur la qualité, qui est joué encore et beaucoup trop par certains, c'est ça qui est mortifère. Parce que dans le même moment, vous ne pouvez pas dire, même si on leur imposait, vous ne pouvez pas dire, moi, mon mantra, c'est la qualité, mais au même moment, mon autre mantra, c'est la baisse des prix. Ça marche pas. Et donc, il faut absolument, c'est la mère des batailles, cesser cette guerre des prix pour remettre tout le monde sur un droit chemin qui est effectivement la qualité, le sanitaire, l'apport nutritionnel. Et la période, moi j'en suis convaincu, nous le permet, parce que quand vous prenez toutes les enquêtes de consommation, mais toutes vous montrent que le consommateur est de plus en plus en faveur des produits de qualité et de plus en plus demandeurs de ces produits de qualité. Donc il faut profiter de cette dynamique pour aller plus loin sur Egalim, pour renforcer les initiatives telles que j'évoquais, plus près de chez vous, plus près de vos goûts, et pour dire aux consommateurs, quand vous prenez du produit frais, du produit local et de qualité, c'est meilleur pour votre santé, c'est évidemment meilleur pour votre environnement, mais c'est aussi meilleur pour le territoire et souvent pour votre portefeuille, parce qu'il faut mieux acheter du produit frais, du produit local que du produit surtransformé et importé. D'autres questions dans la salle? Monsieur, vous avez un micro, je vous en prie, levez-vous et présentez-vous pour le ministre. Caméra juste là, voilà. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Bernard Engelras, je suis aujourd'hui représentant de Nîmes Métropole, élu à la question environnementale, mais également je suis vigneron dans le Gard. Et je suis également, j'ai des responsabilités dans le monde de la viticulture, puisque je suis président de l'Institut français de la vigne du vin. Monsieur le ministre, cher Christian également, j'avais des questions à vous poser. La première question, c'était de dire, aujourd'hui, nous avons vu, par rapport aux différents discours des intervenants de ce matin, que l'agriculture avait une mission qui était beaucoup plus large que ce qu'elle était par le passé. Nous avons un rôle à jouer à la fois dans la production, dans l'agriculture, donc dans l'agroalimentation. Nous avons une mission pour produire pour les consommateurs. Nous avons aussi une mission importante pour répondre aux attentes de la société, et on a parlé beaucoup d'agro-environnement, nous avons parlé également des règlements climatiques, et nous avons parlé également du rôle que nous pouvions avoir par rapport au stockage du carbone dans le sol. Et c'est un sujet qui me passionne et qui m'interpelle également, posez votre question, puisque je suis attaché. Monsieur le ministre, vous savez comme moi que par rapport à la recherche et développement est un sujet très important pour l'avenir de notre métier. Vous savez par ailleurs que le ministère du Budget, et notamment le Bercy, est en train aujourd'hui de diminuer CASDAR, c'est-à-dire toutes les aides que nous avons par rapport à la recherche et développement, au moment où l'agriculture, pour assumer ses missions de renouvellement de génération, mais également de produire différemment, en a le plus besoin. Donc la question que je vais vous poser, comment voyez-vous, en même temps où on nous demande des méthodes nouvelles de production, comment vous voyez-vous le fait que vous diminuez les budgets qui vont en face ? Julien de Normandie. Bon, on ne va pas faire tous les débats budgétaires là parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, mais sur le point spécifique du CASDAR, effectivement, il y a eu une diminution qui a été contenue, mais vous savez d'où on partait. Mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais la première question qui nous était posée, c'était de savoir l'avenir même du CASDAR, la pérennité même du CASDAR. J'ai obtenu de préserver le CASDAR, qui est des mécanismes financiers très particuliers, qui s'appellent des comptes d'affectation spéciaux, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une diminution, mais à la fin des fins, en dépit de cette diminution, avec d'autres crédits, notamment les crédits des plans de relance, l'action du ministère en faveur de l'investissement dans la recherche, cette année a augmenté. C'est ça la réalité. Notamment, je donne un exemple, mais je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Dans la recherche et innovation, le plan de relance
mis en œuvre avec l'appui, et je salue et je remercie la présidente Lambert, des différentes structures agricoles, a mis en place une ligne très importante de 215 millions d'euros pour la modernisation des agroéquipements. Bon, il s'avère qu'en plus de ça, on a mis en place une enveloppe de 15 millions d'euros dans la recherche et développement de ces mêmes matériaux. Bon. Donc moi, je crois beaucoup à la recherche, je crois profondément à l'innovation, et vous m'avez toujours entendu dire que c'est peut-être mon côté ingénieur, mais moi je crois en la raison, en la science et en l'innovation. Donc je maintiendrai et je renforcerai avec beaucoup de force tout ce qui peut concourir à cette recherche et cette innovation. Au-delà du budget, il y a des sujets qui sont devant nous, qui sont incroyablement compliqués, quand on voit parfois les caricatures qu'il y a dans les débats de société. Je pense par exemple, et vous avez vu mes positions, sur la question des semences et de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les NBT. Bon, ben moi je crois dans la science, je crois dans la raison, je crois dans le progrès. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais, mais aucune science ne nous amène pas au progrès non plus. Et donc il faut avancer, il faut croire dans notre recherche, il faut être courageux sur ces sujets-là, parce qu'il y a souvent beaucoup d'idées caricaturales qui sont véhiculées, notamment sur les NBT. Mais les NBT, par exemple, moi je crois profondément pour faire face aux sécheresses. C'est des techniques de recherche variétale, ça ne sont pas des OGM, c'est des techniques de recherche variétale qui nous permettent d'accélérer l'identification des semences qui, par exemple, demain, donneront des plantes qui résisteront aux sécheresses. Donc, j'y crois beaucoup, mais je peux vous dire, il faut aussi beaucoup de force, beaucoup de conviction, beaucoup de courage, et il faut l'avoir, et je l'aurai pour avancer sur ces sujets. Merci, Monsieur le Ministre. Nombreuses questions dans la salle. Denis Cartier, vous avez une question courte et j'en ai une de l'autre côté. Une question courte, Monsieur le Ministre. Bonjour, Denis Cartier, président de la Chambre d'agriculture régionale d'Occitanie. Vous êtes venu, vous venez de temps en temps dans notre belle région. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis le plus clair possible sur la problématique de dérèglement climatique. Christiane l'a dit tout à l'heure. Ce qui nous manque ici, c'est de l'eau. Donc moi, je voudrais que vous et vos services administratifs, tant de la DRAF que de l'ADREAL, soient relativement conciliants et surtout pas pinaillés. Et donc, moi, votre position, c'est est-ce que vous êtes pour du stockage de l'eau quand il en tombe, comme il nous est arrivé dans le sud-ouest, où il est tombé énormément et la Garonne a débordé pendant 15 jours, est-ce qu'on pourra rapidement, pour pouvoir modifier les pratiques culturelles, pour conforter l'agroécologie et modifier sur les exploitations, il nous faut de la ressource en eau. Il en tombe et on n'est pas capable de la stocker. C'est un véritable scandale et une hérésie. Et donc là, j'aimerais une réponse claire de votre part. Merci. Réponse claire à une question directe. Julien de Normandie. Oui, moi je l'ai toujours dit, et vous connaissez ma position dessus. Moi je considère qu'il n'est pas possible de faire de l'agriculture sans eau. Certains essayent de le faire croire, c'est pas possible. Et donc la question de l'eau est une question de souveraineté. Et donc pour moi, qui suis tant attaché à cette souveraineté agricole, je suis très allant sur ces questions-là. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a de multiples questions dans votre question. Vis-à-vis de l'eau, comment on doit nous réagir au monde agricole? Il faut avoir le courage sur un certain nombre de sujets. J'évoquais par exemple le sujet des NBT tout à l'heure. Ça fait partie aussi des solutions vis-à-vis du stress hydrique. Il y a des sujets de très court terme sur de la prévention, de l'amélioration des systèmes, de l'investissement, que ce soit dans l'irrigation ou dans des retenues existantes. Dans le plan de relance, c'est pas des mots, c'est de la réalité, c'est de l'action, c'est du concret. Dans le plan de relance, on a mis une enveloppe de 100 millions d'euros rien que pour ça. Bon. Et puis après, il y a un troisième sujet qui est le sujet des retenues d'eau. Les retenues d'eau, moi je voudrais juste dire deux choses. Le premier, c'est que depuis que l'homme est sédentaire, le conflit d'usage de l'eau, ça existe. Donc il faut le prendre avec beaucoup de sérénité. Il faut se dire, oui, c'est des sujets qui sont difficiles, mais il faut avoir le courage là aussi de le faire. Vous l'aurez noté, pardon, c'est un peu technique, mais enfin, ça fait des années qu'on l'attendait. Enfin, j'ai beaucoup poussé pour, on va publier ce fameux décret sur les débits d'usage d'eau, qui était souvent l'élément qui faisait que les projets achoppaient à la fin parce que personne ne se mettait d'accord. Pourquoi personne ne se mettait d'accord? Parce que les règles n'étaient pas claires. Et puis après, il y a un deuxième sujet qui, moi, je pense, doit réunir le monde agricole et le monde environnemental, qui pour moi d'ailleurs, même en le disant, c'est une hérésie d'opposer les deux, parce que les deux sont intrinsèquement liés. C'est à minima un cas où je ne vois pas comment les uns et les autres peuvent se contredire. Le cas est le suivant. Quand aujourd'hui vous prenez des précipitations qui font que les nappes d'eau sont remplies,
des précipitations qui font que le sol est gorgé d'eau. À ce moment-là, scientifiquement, avec cette raison qui m'anime, scientifiquement, toute goutte d'eau supplémentaire qui tombe ruisselle vers la mer. Et donc n'a pas d'impact si vous la prélevez sur votre bassin versant. C'est dans un cas très précis où votre nappe est gorgée d'eau et votre sol est gorgé d'eau. Ben là, typiquement, ce sujet-là, il faut absolument réussir à réunir tout le monde pour avancer. Et comme l'a annoncé le président de la République d'ailleurs, et je suis très content, moi je pense que le ministère de l'Agriculture a trop abandonné la pensée de l'eau. Il nous faut penser et remettre la pensée de l'eau pour avoir des débats éclairés, pour avoir une vision sur le long terme. Et on va d'ailleurs faire ce que j'ai appelé un Varenne de l'eau dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour justement créer ces dynamiques-là de manière raisonnée, dans la concertation, apaisée, mais avec une formidable conviction, c'est qu'il n'est pas possible de faire de l'agriculture sans eau, et il faut avoir le courage d'avancer dessus. Merci beaucoup. Une autre question, juste de l'autre côté de la salle, au ministre ou à nos invités. Monsieur, allez-y, levez-vous et présentez-vous pour que nous sachions qui vous êtes. Allez-y, restez ici, je vous en prie. Allez-y, posez votre question. Oui. Bonjour, donc Philippe Stop de la société ITK qui développe des outils d'aide à la décision pour l'agriculture. Monsieur le ministre, vous savez qu'à Montpellier, on a un gros pôle d'innovation dans l'agriculture, en particulier dans l'agriculture numérique, aussi bien au niveau de la recherche publique que de tissus de start-up qu'il y a dans la région. Et on est un petit peu inquiet d'entendre de plus en plus un discours selon lequel l'agriculture numérique ne serait pas un outil pour la transition écologique, agroécologique, et même selon laquelle elle devrait être exclue des financements publics pour la transition agroécologique. Et on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Je pense que vu votre engagement en faveur de l'innovation, on pense connaître la réponse, mais ce serait bien que vous nous l'affirmiez clairement aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bah, je vous l'affirme clairement. Moi, je crois beaucoup à l'innovation. Je l'ai dit sur les semences, je l'ai dit sur le machinisme. Et je pense très clairement qu'il y a la révolution de la data qui est devant nous. Et je vais vous dire, la réalité, c'est que la révolution de la data, elle est déjà très présente dans le monde agricole, extrêmement présente. Mais je vais faire un parallélisme qui va vous paraître un peu bizarre. C'est que ma grande crainte, c'est que la data, il se passe pour la data, ce qui est en train de se passer, par exemple, pour le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'en fait, la data, in fine, soit exploitée par certains qui ne sont pas les acteurs des transitions agricoles. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est la data agricole? Elle est dans le machinisme. Qui est au courant de toutes les données de nos agriculteurs? Ce sont les vendeurs de machines agricoles. Or, au même moment, et vous l'avez dit, ces outils d'aide à la gestion, ils sont incroyablement puissants. En 2017, s'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait sortir l'étude. En 2017, la moitié des drones utilisés dans le monde économique étaient utilisés par le monde agricole. Tout ce qui relève de la prévision, tout ce qui relève de la capacité des différents outils et machinismes à se parler les uns aux autres, tout ce qui relève de l'agriculture de précision, tout ça relève de la data. Et demain, il y a en plus l'intelligence artificielle qui arrive. Donc oui, archi oui, je le soutiendrai. Et d'ailleurs, le secteur ne m'a pas du tout attendu. Quand je vois les initiatives prises par les chambres, par les partenaires agricoles, et la FNSEA en faisait partie, pour pouvoir développer les plateformes de données de la data, et par les entreprises comme vous, cette révolution, elle est en cours, elle n'est pas suffisamment connue du grand public, et il faut le dire, parce qu'au moment où on cherche à recruter des gens, il faut dire que l'agriculture est un métier profondément innovant, mais c'est un enjeu très fort, donc oui, archi oui. Deux petites questions pour terminer. Monsieur, vous avez une question, je vous en prie, présentez-vous. Bonjour Monsieur le Ministre, Rémi Dumas, secrétaire général adjoint des Jeunes Agriculteurs Nationaux. Aujourd'hui, il y a 2 installations pour 3 départs à la retraite, donc un enjeu fort du renouvellement de génération en agriculture. Nous poussons une installation accompagnée, une installation viable, vivable et transmissible, notamment à travers le dispositif de la dotation jeune agriculteur. Aujourd'hui, nous demandons, dans le cadre de la révision de la PAC, un doublement du budget de la RGA, donc à 4%. Est-ce que vous allez pousser cette proposition et derrière s'assurer que ce budget aille bien aux jeunes installés avec les conditions de la DGA? Julien de Normandie. Alors, sur les jeunes agriculteurs, je n'y reviens pas, sujet essentiel, je l'ai évoqué dès le début, là aussi, sur la question de souveraineté. Deuxièmement, votre question, elle porte sur la PAC. En fait, sur la PAC, il faut bien avoir en tête que
pardon, c'est technique, mais que la DGA, elle relève du deuxième pilier et ça fait partie des éléments qui sont en cours de discussion avec les régions parce que ce volet-là du deuxième pilier a été transféré aux régions. À partir de la nouvelle politique agricole commune, je connais la position des DGA sur le sujet, je connais la nécessité d'harmoniser le tout. Mais sur ce volet de la DGA, il y a une question de négociation également avec les régions là-dessus. En revanche, dans la part qui reste gérée exclusivement par l'État, il y a celle du premier pilier, ce qu'on appelle le paiement jeune agriculteur. Et effectivement, aujourd'hui, sur la table, il y a la question de l'augmentation de ce volet qu'on appelle PJA, qui fait partie des hypothèses qu'on est en train de discuter. Il y a toutes les concertations. Mais moi, je crois qu'effectivement, il faut que la PAC accompagne nos jeunes agriculteurs, très clairement. Dernier point, tout à l'heure était dit par la présidente Delga, un sujet qui, à mes yeux, est très important, c'est l'accès au foncier. Aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, mais l'agriculture est peut-être l'un des seuls secteurs économiques qui restent où, avant de s'installer, il faut d'abord s'endetter à hauteur de 300, 400, 500 000 euros. Et sur ce volet-là, on est en train de monter un gros travail, de faire un gros travail, notamment avec la SAFER et la Caisse des dépôts, pour voir comment on peut généraliser ces outils de portage du foncier pour empêcher ou pour permettre aux JA qui s'installent d'avoir moins de charges financières avec un endettement qui ne se ferait pas au moment de l'installation. Vous voyez, il y a plein de sujets sur la table, la PAC, mais aussi ce portage foncier, c'est en tout cas pour moi les deux priorités. Christian Lambert et Irène Tolleré. Christian Lambert, vous avez une question d'abord, Gilles. Oui, Mme Lambert, je voudrais revenir sur le sujet tout à l'heure évoqué avec Monsieur le Ministre concernant la possibilité ou en tout cas la réflexion portée sur acheter français pour notamment la collectivité, les cantines, se pose quand même un problème de compétitivité aujourd'hui parce que la réalité elle est aussi là. C'est bien beau de ne pas vouloir d'importation, mais aujourd'hui il y a un coût salarial qui en France est assez élevé et qui cesse d'augmenter et qui est une entrave à la compétitivité. Je ne sais pas quel regard vous portez là-dessus, mais c'est aussi une difficulté aujourd'hui face à la concurrence de faire manger français. Pardon. Christian Lambert. Ouais, je crois qu'il faut une cohérence globale. Nos achats sont nos emplois. Est-ce qu'on veut un pays de consommateurs chômeurs? C'est-à-dire qu'on a des injonctions paradoxales. On a des Français qui sont très exigeants et des ONG qui le sont aussi pour dire produisez plus vert, sans antibiotiques, avec du bien-être, etc. Mais quand il s'agit de passer et de faire les courses, ils sont moins au rendez-vous. Donc il faut passer une commande qualitative et l'honorer. Mais moi j'invite aussi la puissance publique à s'interroger. Quand une région qui a la responsabilité des cantines de lycée et autres, quand le ministère des Armées, qui a la responsabilité des cantines de tous les militaires, a comme critère d'achat 70% le critère prix, c'est pas sérieux, parce que les mêmes régions viennent pleurer après aux côtés des agriculteurs en disant « Votre secteur va mal, on va vous aider, on va vous donner quelques K euros ». Il faut arrêter de raisonner en silo. Il faut se dire que ceux qui veulent faire manger les convives pour 1,40 € coût matière des repas ne rendent pas service à l'agriculture, au territoire, à l'emploi et à tout ce que l'agriculture apporte comme aménité positive. Quand l'agriculture est partie, elle ne revient pas. Donc l'agriculture, c'est aussi un bien public, c'est pour ça que c'est un enjeu politique qui concerne tous les décideurs. Et il ne faut pas qu'ils aient un discours de week-end et un discours de la semaine. Et ça, c'est pas sérieux. Permettez-moi, parce que j'aurais voulu parler sur les questions précédentes, notamment sur l'irrigation. J'entends le ministre de l'Agriculture et je me réjouis qu'il annonce un Varenne de l'eau. Ça fait des années qu'on demande des éclaircissements sur ce sujet. Le président de la République avait dit, en campagne, en Occitanie, dans le Tarn, je ferai d'irrigation une priorité de ma mandature. On est à 1 an de la réélection, qu'il briguera, je pense. Il y a 3 projets territoriaux qui sont sortis de terre. 3. Pourquoi? Parce qu'on a en France une opposition par rapport à l'irrigation qui est ancrée. La France ne stocke que 5% de l'eau de pluie qui tombe, alors que nous avons une plus forte pluviométrie que beaucoup de pays. Sur les 10 dernières années, nous avons augmenté nos stockages de 1%, quand en Europe, l'augmentation de stockage est de 13%. Donc la France est en retard et prend du retard. Et il y a beaucoup d'idéologie, on l'a entendu dans la question de monsieur du RTK aussi, certaines associations et ONG environnementales les plus radicales, pas toutes, opposent science et respect de l'environnement. C'est avec la science, avec le digital, avec toutes les données, les capteurs, les sondes capacitives que l'on pourra faire de l'irrigation raisonnée et utiliser mieux l'eau. L'INRA
a chiffré, et les instituts de recherche ont chiffré aussi, qu'on avait amélioré l'efficience des cultures de 30%. Avec la même culture, on produit 30 fois plus avec la même eau. Donc je crois qu'on a fait des progrès énormes qui sont sous-considérés. Il y a trop d'idéologie dans l'approche des sujets agricoles. Il faut que le ministre de l'Agriculture, ingénieur agronome, prenne le pas sur tous ces discours. Alors c'est vrai vis-à-vis du ministère de l'Écologie et d'un certain nombre de ses acteurs. C'est vrai dans les DREAL. Je crois que ce qu'a dit Denis Cartier est tout à fait vrai. Il y a trop de militance et pas assez de science sur ces sujets qui entourent l'agriculture. Merci Christiane Lambert. Irène Tolleré, puis j'ai une dernière question dans la salle, au fond ici. Irène Tolleré. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture, cher Julien. En ce moment, on a les trilogues de la politique agricole commune. Comment croyez-vous que nous devons améliorer les outils de gestion de crise ? Je m'explique. Nous avons eu la crise, la pandémie du Covid qui a créé un désastre au niveau de la viticulture, par exemple, mais de la filière bovine, et beaucoup de mal pour mobiliser des outils de gestion de crise. On a eu des sanctions, des crises économiques avec Trump. Il semblerait que ça aille pas très bien avec la Chine. Donc on a des outils de gestion de crise qu'on n'arrive pas à mobiliser. Et à ce titre-là, je tiens vraiment à vous remercier pour le travail que vous avez fait avec 15 autres pays pour soutenir la création d'un fonds de compensation spécifique qui a l'air d'avancer pour la partie viticole. Mais comment est-ce qu'on fait pour que durablement les outils de gestion de crise qui sont là pour ça, on arrive à les mobiliser ? Merci Irène Tolleré. Julien de Normandie, je vous laisse répondre à la question, puis je prends une toute dernière. Irène soulève un problème auquel on a été confronté ces dernières semaines et ces derniers mois avec beaucoup de force. C'est-à-dire qu'on a vu que la réponse des mécanismes de soutien européens face à la crise de la Covid ou face, par exemple, aux taxes de l'administration Trump était beaucoup trop lente. Et donc, vous imaginez quand moi j'annonce, et puis ceux qui me connaissent savent que j'aime bien ouvrir un dossier, régler le sujet et clore le dossier. Quand je vois que parfois j'ai mis des mois à mettre en place des mesures de soutien, parfois annoncées, y compris par mon prédécesseur, pour vous dire que parfois ça mettait beaucoup de temps, parce qu'il nous fallait avoir le blanc-seing de X strates au niveau européen, parce que c'était des mécanismes de marché. Je pense par exemple au secteur de l'horticulture ou au secteur du vin sur les aides au stockage. Ça montre qu'on n'est pas dans le temps de la gestion de crise. Et donc ça, c'est des choses qu'on porte avec les ministres de l'Agriculture au niveau du Conseil, que portent les parlementaires, que portent le COPA, COGECA et Christiane Lambert en est la présidente, de se dire ce mécanisme-là, qui s'appelle les mécanismes OCM, il faut absolument qu'on les améliore, et c'est l'un des sujets de discussion en ce moment, pour qu'on soit plus conforme à la réalité du terrain. Et avec notamment mon collègue espagnol, lundi et mardi dernier, on était à Bruxelles et on a plaidé pour améliorer les mécanismes de marché dans le secteur du vin. Je crois que c'est essentiel. Je vous sais les uns et les autres contraints par vos emplois du temps. Une toute dernière question. Monsieur, question très courte pour réponse très courte. Allez-y. Bonjour, Pascal Thomas, Société Futura Gaia. On est une jeune pousse dans le monde de l'agriculture verticale. On a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé d'innovation. Je suis fils d'agriculteur, donc j'ai connu ce qu'était l'innovation dans l'agriculture. On voit aujourd'hui deux mondes assez séparés. Le monde qui vient vraiment de la technologie, dans son financement. On voit un monde de l'agriculture qui a besoin d'avancer et beaucoup de difficultés à rapprocher ces deux mondes. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir un peu plus de filières qui mélangent technologie et agriculture ? Nous, on le constate au quotidien dans ce que l'on fait, et ça pourrait être, je pense, très bénéfique pour le monde de l'agriculture. Nous, on fait des fermes verticales à destination des agriculteurs. Peut-être Christiane Lambert, réponse courte, et puis Julien de Normandie, également réponse courte à la question qui est posée, très intéressante, et puis on conclut ce débat. Christiane Lambert. Eh bien, monsieur, venez à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire à Angers, où nous avons installé de l'agriculture urbaine sur les toits de la Chambre d'agriculture. Nous travaillons aussi avec une quinzaine de start-up qui sont intéressées par ces sujets à Nantes, Angers, Laval, Rennes, Le Mans, etc. Les structures agricoles que certains disent un peu ringardes ou conservatrices sont tout à fait au top sur ces sujets. Et moi, je me réjouis et je suis émerveillée de ce que je vois avec la ferme digitale. J'ai participé l'année dernière à Toulouse au salon aussi du FIRA. Et merci pour ce que vous apportez comme fraîcheur et comme solution technique et technologique. Et on parle aujourd'hui d'intensification dans l'agriculture urbaine et verticale, alors qu'elle est contestée dans l'agriculture dans les champs. Merci de nous permettre d'avoir un peu d'oxygène. On vous attend à Angers. Venez, on vous accueille.
Merci Christiane Lambert. Julienne Normandie, vous voulez peut-être conclure quelques lignes, quelques mots? Je dirais pas mieux. Moi, je pense effectivement, avec une casquette qui est la mienne, Christiane Lambert le disait sur l'agriculture urbaine, il s'avère que moi j'ai une singularité. J'ai été, avant d'être ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'ai été 3 ans ministre de la Ville et du Logement, avec déjà ma sensibilité agricole et forestière. Quand j'étais ministre de la Ville, j'ai pu beaucoup pousser, dans le cadre notamment de la rénovation urbaine, vous savez, les quartiers prioritaires de la ville, beaucoup pousser pour qu'on y remette du végétal et notamment qu'on y mette de l'agriculture urbaine. Et on a déployé des dispositifs qui sont en cours de mise en œuvre aujourd'hui, qui sont fabuleux. Une chèvrerie dans les quartiers nord de Marseille, l'immense centre commercial des Mureaux où on en fait du maraîchage, des murs anti-bruit le long de l'autoroute qui sont des fermes verticales. Et tout ça au bénéfice de tout le monde. Des champignonneries qu'on arrive à créer dans d'anciens parkings désaffectés ou sinon s'y passe des trafics ou autres. Donc moi j'y crois profondément et je pense, et je terminerai là-dessus, et votre question le montre bien, je pense qu'il faut faire très attention. On parle beaucoup en ce moment de l'unité de la nation. On parle beaucoup des dissonances qui puissent exister entre un tel et un tel au sein de notre société. Il faut faire très attention aux oppositions qui existent entre les urbains et les ruraux, et parfois entre les ruraux et les néo-ruraux. Et moi, j'y suis particulièrement sensible parce que je vois que sur beaucoup de débats, quand caricature il y a, souvent c'est parce qu'il y a aussi des incompréhensions, que les gens ne se comprennent plus. Sur la question, par exemple, de l'élevage en plein air, vu de ma fenêtre, à la fois beaucoup de nos citoyens disent il faut faire que des élevages en plein air, et aller faire une étude sur le nombre de permis de construire de poulaillers en plein air qui subissent recours sur recours sur recours et qui n'arrivent plus à voir le jour parce que les voisins s'y opposent. La réalité, elle est comme ça, elle est complexe. Il faut que chacun arrive à se comprendre, il faut unir, il ne faut surtout pas dissocier le monde urbain et le monde rural. Et je crois que votre témoignage, cher monsieur, montre à quel point cette fertilisation autour de sujets aussi structurants que l'innovation doit le permettre. Merci Monsieur le Ministre. J'en profite pour vous remercier pour votre présence tout au long de cette rencontre du Lab 3A. Je sais et nous savons vos emplois du temps bien chargés. Remercier Christiane Lambert également, Irène Tolleré, Denis Cartier, Myrène Delorgeril, Magali Somade. Merci pour vos interventions. Remercier l'ensemble des acteurs ici présents dans cette salle. Vous étiez 55 ce matin, preuve que ce Lab 3A était extrêmement attendu. Remercier nos partenaires pour ce Lab 3A. Je voudrais remercier la Chambre d'agriculture Occitanie parce que vous êtes là depuis ce lancement avec beaucoup d'énergie. Remercier les chambres d'agriculture du 34, l'Hérault, le 30, le Gard et l'Aveyron. Remercier la SAFER et son président régional Denis Granier. Remercier la MSA et Groupama Méditerranée. Mais je crois que vous vouliez aussi peut-être parler d'un autre partenaire. Oui, la coopération. Je l'ai dit tout à l'heure, la coopération va se greffer. Alors, et les vignerons, les métiers dans la coopération globalement, et les vignerons indépendants seront partenaires. Guy Jobert est ici présent. Donc on étoffe ça, donc on va les jouer en équipe. Et je ne sais pas si c'est terminé. Moi j'avais une phrase à la fin. Je sais pas si vous avez, en termes de conclusion, 2 peut-être. La première, appeler les nouveaux élus qui sont certainement dans la salle, ou au moins que ça puisse porter, et pour leur dire que dans leur département, il y a une chambre d'agriculture et il faut qu'ils se réfèrent à eux pour avoir toutes les réflexions. Christiane Lambert, on n'est pas ringard, on est novateur. Et dernier point, et là peut-être pour tous nos habitants de cette Occitanie, dire qu'ils ont une chance inouïe d'avoir des agriculteurs, parce qu'avec nous, ils ont des produits de qualité et ils ont une ambiance et un environnement protégé, des territoires animés, et tout ce qui a été, toute la démarche sur le carbone et la démarche sur le carbone et tout ce qu'on fait, tout que fait l'agriculture pour le monde urbain, il faut qu'il nous renvoie l'ascenseur plus que et arrêter cet agribashing qui n'est pas qu'un début. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je n'oublie pas évidemment l'un des partenaires qui là aussi a été très enthousiaste à l'idée du Lab 3A, c'est Groupama Méditerranée, évidemment, dont les représentants sont dans la salle. Je voudrais terminer 2 mots de conclusion. D'abord, vous faire part du lancement de ce nouveau-né Mangeons local, art de vivre en Méditerranée spécial cuisine, issu des équipes de Midi Libre. On y parle évidemment de local, de circuit court, d'agriculture, d'agroalimentaire, d'alimentation. Bref, un lancement commun cette semaine entre ce Lab 3A et ce magazine. Vous dire également que le 16 avril, prochain rendez-vous du Lab 3A, et c'est à la SAFER, ici à Latte, avec Denis Granier, président régional de la SAFER. On parlera de transmission des terres, un sujet tout aussi important. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. À très bientôt.